Bienvenue dans Radar, le podcast signé Safran qui vous ouvre les coulisses de l'aéronautique, de l'espace et de la défense. Je suis Johanna Zilberstein et dans chaque épisode, je vous embarque avec mes invités pour décrypter ensemble un sujet passionnant de l'industrie. Ladies and gentlemen, this is your captain and I'd like to welcome you aboard Flight Safran Radar. Bonjour à tous et bienvenue dans Radar. Pour ce nouvel épisode, nous allons parler de l'avion électrique. Voitures, bus, motos et même vélos, les moyens de transport n'échappent plus à l'électrification. Mais qu'en est-il de l'avion ? L'avion tout électrique est-il un rêve en passe de devenir réalité ? Et surtout, va-t-il changer le monde de l'aéronautique et révolutionner notre façon de penser, de construire et de prendre l'avion ? Pour en parler, nous accueillons aujourd'hui deux invités. Florent Nirlich, il est directeur technique chez Safran Electrical & Power. Il a vécu de l'intérieur la certification de l'Enginus 100, le moteur électrique capable de propulser des petits avions 100% électriques de 2 à 4 passagers. Et Stella Philippatos, elle est directrice du programme avion électrique chez CAE au Canada, qui verra une partie de sa flotte de formation équipée de ses moteurs Enginus. Alors n'oubliez pas de recharger vos batteries. On s'envole tout de suite pour parler de l'avion électrique. Bonjour Stella, bonjour Florent. Bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Je le disais, l'électrification fait beaucoup parler d'elle. On a vu ces dernières années l'essor de la voiture électrique, du bus électrique, du vélo électrique. Une vraie révolution électrique pour le transport. Et l'aéronautique ne fait pas exception. Florent, on va commencer avec vous. Concrètement, qu'est-ce que ça change pour un avion aujourd'hui d'avoir un moteur électrique ? Alors, beaucoup de choses. Donc, effectivement, aujourd'hui, on est capable de faire voler un petit avion avec des moteurs électriques. Alors déjà, ça fait beaucoup moins de bruit qu'un moteur thermique, parce que finalement, on n'entend plus le moteur, on entend encore l'hélice, mais le bruit du moteur disparaît avec le moteur électrique. L'autre intérêt, c'est la réactivité du moteur électrique, c'est-à-dire que quand on commande une poussée, c'est un peu comme avec une voiture électrique, c'est très dynamique et on produit une puissance pour faire accélérer l'avion et la performance de l'avion est meilleure avec le moteur électrique quand on le compare avec son équivalent moteur thermique. D'un point de vue aérodynamique, il y a aussi des avantages. Les moteurs électriques sont moins lourds que leur équivalent thermique, donc on met moins de poids sur l'avion et notamment sur l'avant de l'avion. Donc ça permet un meilleur centrage, une meilleure répartition des masses et l'avion se retrouve plus efficace et vole mieux équipé de son moteur électrique. Florent, quels sont les grands défis techniques que vous avez dû relever pour concevoir ce moteur électrique adapté à l'aviation ? Quand on y pense, ça paraît fou, voire complètement impossible de faire décoller un avion avec simplement des moteurs électriques. Alors, un moteur électrique, ça reste aussi puissant, aussi efficace qu'un moteur thermique. On le voit aujourd'hui dans les voitures électriques. Une voiture électrique, ça se conduit finalement encore plus facilement qu'une voiture avec un moteur thermique. Donc, c'est pareil pour l'avion. Alors après, il y a des défis. Il y a des défis qui sont propres à l'aéronautique. Un avion, ça vole en haute altitude, ça reste pas au sol. Et effectivement, le moteur électrique, il est alimenté en 800 volts, donc c'est une tension élevée, 3 fois plus importante que la tension, par exemple, que vous avez dans votre maison. Et en altitude, les phénomènes d'isolation sont compliqués à maîtriser. Et donc, c'est un vrai défi technique de proposer des isolants sans augmenter la masse du moteur électrique et le rendre capable d'opérer à ces tensions très élevées en altitude. Le deuxième défi, c'est le management thermique. Le moteur électrique, ça chauffe. Ça dissipe à peu près 5 kW. Alors 5 kW, c'est à peu près la puissance qu'il faut pour chauffer un petit appartement. Donc ça, c'est les pertes du moteur électrique, c'est la dissipation du moteur électrique qu'il faut évacuer pour pas qu'il chauffe trop. Parce que l'objectif, c'est de pas dépasser ces températures limites. Donc ça, associé à la problématique d'isolement dont j'ai parlé tout à l'heure, la dissipation thermique, le management thermique, c'est finalement les deux plus grands défis techniques qu'on a rencontrés pour la conception de ce moteur électrique. Florent, vous le disiez, l'avion, il vole haut et pour ça, il a besoin d'être certifié. Est-ce qu'obtenir cette certification a également été un défi ? Alors, ça a été effectivement un vrai challenge. Alors, c'est une aventure qu'on a commencée en 2016.
On a d'abord fait 5 ans de recherche et technologie, d'innovation, pour être capable de concevoir ce moteur électrique. Et à partir de 2020-2021, on est rentré dans le programme de certification qui nous a pris 5 ans. Alors c'est quelque chose qu'on a fait avec l'EASA, qui est l'agence européenne pour la sécurité aérienne. Donc c'est vers cette agence qu'il faut se tourner quand on cherche à certifier un moteur électrique. Alors le défi a été grand parce que comme c'était le premier, en fait les standards de certification, les règles pour certifier un moteur électrique n'existaient pas. Donc l'agence a dû créer ces règles. Nous-mêmes, on a dû réfléchir aux moyens pour démontrer la conformité à ces règles, parce que finalement, rien n'existait. Donc, ça a été une équipe de jeunes ingénieurs très motivés qui ont relevé ce défi, qui ont réfléchi, adapté des moyens de justification à ces nouvelles règles de certification d'un moteur électrique. On a vécu une année 2024 particulièrement dense, parce que c'est l'année où on a réalisé tous nos essais de certification. Donc ça a été une campagne de 8 mois pour certifier ce moteur électrique. On a fait plus de 3000 heures d'essais en laboratoire. L'assertif, ça a été à peu près très spécifiquement 1600 heures d'essais sur ce moteur électrique. Il a fallu démontrer que finalement ce moteur électrique, il est capable d'opérer dans la glace si jamais l'avion se met à voler en conditions girantes. Il a fallu démontrer que ce moteur va résister au pire des orages, des conditions de pluie importantes. Donc on a littéralement aspergé le moteur avec un jet d'eau pendant 9 heures pour être sûr qu'il restait parfaitement étanche et qu'il pouvait continuer à opérer en toute sécurité. Donc on a dû effectivement démontrer la robustesse, la fiabilité de notre moteur électrique. Tous ces essais ont été réalisés avec succès. Donc après, il a fallu aussi justifier. Une fois que vous passez ces essais, il faut être aussi capable de dire pourquoi vous les avez réussis. Donc les agences sont très exigeantes sur la justification à fournir pour démontrer qu'en fait on n'a pas eu de la chance en réussissant l'essai. Et c'est à ce moment-là que vous êtes crédité finalement d'une certification. Et c'est ce qu'on a obtenu tout début 2025 avec l'EASA. Et effectivement, ça a été une première mondiale puisqu'on a été les premiers dans cette catégorie qu'on appelle la 16-23 classe 2. Donc ça permet de faire voler des petits avions de 4 places. Donc dans cette catégorie, on a été les premiers à obtenir cette certification pour un moteur électrique. Justement, Stella, chez CAE, vous avez pour objectif d'utiliser ces avions électriques et ce moteur électrique de manière quotidienne pour la formation des jeunes pilotes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le choix de l'avion électrique pour cet usage-là ? Oui, de notre côté, chez CAE, ceux qui nous connaissent surtout pour nos formations de pilotes. Chaque fois qu'on prend les avions commerciaux avec lesquels on voyage ou on va en vacances, les pilotes sont majoritairement formés sur des simulateurs de CAE. Par contre, ce qui est un peu moins connu, c'est que CAE aussi possède plusieurs centres d'entraînement de formation initiale. Les pilotes qui s'entraînent sur des petits avions comme des Piper Archer, des Diamond, etc. Et CAE est devenue la première entreprise canadienne à être carboneutre dans l'aérospatiale en 2020. Quand on s'est penché sur la question des émissions de carbone dans nos opérations, on a réalisé que ces écoles de pilotage, en raison du carburant qui est utilisé sur les avions, créaient la majorité de nos émissions carbone. Et la technologie de la propulsion électrique, dans la maturité qu'elle a actuellement, s'avère très propice pour des vols courts, des missions très définies, car on va se le dire, on ne peut pas remplacer demain matin tous les avions de cette école de pilotage par des avions électriques. Mais par contre, faire des petits trajets répétés, des touch and go, des circuits proches de l'aéroport, les avions électriques sont très propices et c'est pour toutes ces raisons-là que l'on a décidé de se lancer dans ce projet en tant qu'entreprise. La technologie avançait, on le voyait sur le marché. Les circonstances étaient propices à lancer un projet technologique de cette envergure. Alors Stella, vous n'êtes pas pilote vous-même. En revanche, vous collectez les retours de ces jeunes pilotes. Est-ce que ça a changé leur expérience de vol ? Et qu'est-ce qui va changer dans leur manière de piloter avec ce moteur tout électrique ? Je crois que c'est un apprentissage
qui leur sera nécessaire dans le futur, car il y aura de plus en plus de programmes électriques, hybrides électriques ou à propulsion différente dans le futur. Notamment, certaines différences que je peux vous parler, c'est que le poids au décollage est égal au poids à l'arrivée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui avec les avions conventionnels. Donc ça, c'est une différence. De notre côté, il y a aussi, bien sûr, l'affichage sur les écrans d'avionique. Vous voyez, avant, ça disait combien de carburant il restait pour qu'ils puissent analyser combien de temps de vol il leur restait. Maintenant, ça va être une question d'énergie. Donc, des courbes différentes à tenir en compte dans les manuels d'opération de vol. Un apprentissage légèrement différent, si vous voulez, en termes d'interface. Mais bien sûr, toutes des choses qu'ils vont être capables de maîtriser avec quelques cours. Vous nous disiez tout à l'heure, c'est le bon moment pour passer à l'électrique. Est-ce que pour vos élèves également, c'est une évidence? De mes discussions avec les jeunes pilotes ou les pilotes en formation, ils sont très intéressés par leur empreinte carbone, les effets qu'ils ont sur l'environnement. Lorsqu'ils voient le genre de vol court qu'ils doivent faire de manière répétitive lors de leur entraînement, ils sont très réceptifs au fait que ça soit remplacé par de la propulsion électrique. Alors Florent, justement, Stella vient de nous le dire, on pense l'électrification comme étant la réponse aux défis environnementaux qui se posent aujourd'hui et encore plus dans l'aviation. Est-ce qu'elle est vraiment plus vertueuse que les technologies actuelles? Ouais, clairement, parce que ça permet effectivement de pas émettre de carbone. Alors, c'est principalement au niveau de la source de puissance que ça se passe, ce qui va alimenter le moteur électrique. Donc là, dans ce cas-là, d'alimentation d'un moteur électrique par une batterie, on n'émet aucune émission de carbone. Pour des vols plus longs, on peut dans les systèmes aussi rajouter des turbogénérateurs, c'est-à-dire qu'on vient complémenter la batterie avec une turbine qui possède un générateur électrique pour fournir de l'électricité au moteur électrique. Et ça permet en fait d'offrir plus de rayons d'action. D'ailleurs, Safran développe aussi ces solutions de turbogénérateurs. Donc là, il faut quand même du carburant pour la turbine, mais on peut utiliser du carburant qu'on appelle le SAF, le Sustainable Aviation Fuel, ou du e-fuel. Et c'est une réalité aujourd'hui qui est disponible. Alors disponible pour les petits avions, les avions de 4 places, jusqu'à des avions des commuteurs de 19 places. Et puis, alors quand on se projette sur des vols commerciaux, les avions qu'on peut prendre régulièrement pour traverser un pays ou pour traverser un océan, donc les plus gros avions, les avions de plus de 100 places. Alors ça, on rentre dans un domaine complètement différent. C'est pas demain effectivement que ces avions-là seront propulsés avec un moteur électrique. Par contre, on travaille aussi beaucoup sur l'avenir proche de ces turbines qui vont consommer beaucoup moins de carburant, qui vont devenir finalement ultra frugales grâce à l'électrification, parce que ces turbines, on vient les électrifier avec des technologies qui sont très proches de celles du moteur Engenius qu'on a développé pour la propulsion électrique. Donc on vient aider un petit peu la turbine à gaz à opérer. Elle va être beaucoup plus efficiente. Donc finalement, on va arriver à fournir des moteurs à horizon d'une dizaine d'années ultra frugaux pour des vols sur des avions commerciaux de plus de 100 places. Donc aujourd'hui, l'électrification, la motorisation électrique, les batteries, les turbogénérateurs, c'est vraiment des solutions qui sont nouvelles dans notre monde aéronautique, mais qui permettent vraiment de décarboner ce secteur. Et ça reste une des priorités et un des enjeux majeurs dans la stratégie du groupe Safran. Stella, est-ce que vous pensez que cette électrification a réellement un avenir ou est-ce qu'on ne serait pas un petit peu dans le greenwashing de l'aviation ? Vous l'entendez autant que nous, il y a énormément de programmes en marche en ce moment dans le monde. Il y a toute l'industrie de l'eVTOL qui se consacre aussi sur la propulsion électrique, évidemment. Plus qu'il y aura d'usagers et d'usage de ces nouvelles technologies, plus que le marché va pouvoir éclore, grandir et être mis à son plein potentiel. Il y aura de plus en plus de programmes en certification, je crois, dans les prochains mois, années. Et les avions, les petits avions 2 à 4 places pour l'entraînement initial des pilotes, c'est un des meilleurs marchés pour commencer à tester ces technologies-là. C'est pour ça que j'y vois, moi, un vrai avenir et non seulement, comme vous dites, un greenwashing de la situation.
Florent, vous partagez cette vision de l'avenir pour le marché ? Complètement. Je partage l'optimisme de Stella et je pense que Stella a raison quand elle dit que les petits avions de 2 places, de 4 places, c'est vraiment aujourd'hui les meilleurs vecteurs pour démarrer l'entrée en service, l'opération avec ces solutions électriques. Ça reste les meilleurs vecteurs pour démontrer la maturité et vraiment rendre l'acceptation de cette solution possible par le grand public. Donc après, bien sûr, il y a les marchés des eVTOL, sur lequel il y a beaucoup d'investissements qui sont consacrés. On a beaucoup de clients aussi qui sont focalisés sur les commuteurs, jusqu'à 19 places. Donc ça, c'est pareil, c'est les nouveaux usages, c'est les avions qui vont opérer à partir d'aéroports qui sont aujourd'hui utilisés par l'aviation générale. Donc ça va permettre aussi d'offrir une nouvelle mobilité aérienne et des nouveaux usages pour se déplacer dans les airs. Merci beaucoup Florent, merci Stella. C'est la fin de cet épisode de Radar. Merci à tous les deux d'avoir été nos radars du jour. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.